beaucoup pour cet éclairage. Vous restez avec nous, bien évidemment. J'invite maintenant à nous rejoindre la générale Claire Nestier et le général de corps d'armée Philippe de Montenon. Philippe de Montenon, vous commandez la force des opérations terrestres de l'armée de terre, également commandant pour l'Europe. Sous vos ordres, 80 000 personnes, soit les 3/4 de l'armée de terre. Vous travaillez étroitement avec les partenaires de l'OTAN et au cours de ces dernières années, vous avez vécu de l'intérieur les transformations de l'institution, passé de corps expéditionnaire il y a longtemps de cela à un format pour lutter contre le terrorisme en Afghanistan ou encore dans le Sahel, à une armée aujourd'hui destinée à tenir sa place dans un conflit de haute intensité, et on va en parler dans quelques instants. Général Claire Nestier, il y a 2 ans, vous avez fondé le cabinet ECD Conseil, ECD pour explorer, connecter, développé. Il s'agit d'une plateforme d'expertise militaire de haut niveau, forte d'une quarantaine d'officiers généraux. Vous-même, vous êtes, je le disais tout à l'heure, en 2e section, après avoir travaillé entre autres auprès de l'OTAN. C'est un travail d'interface, de conseil, d'aide entre les startups ou des industriels ayant déjà pignon sur rue et l'univers militaire. Et vous nous apporterez votre regard européen et otanien, si je puis dire. Donc, maintenant, nous sommes dans cette table ronde, ce 2e temps, dont le thème est, je vous le rappelle, face à la multiplication et à la simultanéité des crises, comment les États peuvent-ils se préparer, s'adapter et agir. Et nous sommes en pleine actualité, puisque hier, il y avait la présentation au Conseil des ministres de l'actualisation de la loi de programmation militaire qui vise à accélérer, vous le savez, le réarmement national. Texte qui sera débattu en commission de la Défense à l'Assemblée nationale dans 12 jours, ça sera le 21 avril. Pour mémoire, l'enveloppe budgétaire est abondée de 3,5 milliards cette année, de 6,5 l'année prochaine. Il s'agit de répondre à des besoins impérieux. Les États, à commencer par la France, sont-ils prêts avec ce besoin impérieux de se préparer? Nous allons porter notre attention sur les conflits du futur. Général de Montenon, vous supervisez le soutien à l'Ukraine dont la guerre est en cours depuis 4 ans maintenant. Que dit cette guerre de celle à venir et des besoins nouveaux? Alors, cette guerre, c'est une guerre de haute intensité qui se déroule à 3 heures d'avion de chez nous. Et on a sous les yeux ce qui nous attend si, malheureusement, on entre dans une confrontation ouverte avec un État-puissance. Et forcément, il est pointé du doigt. On pense à la Russie parce qu'aujourd'hui, les canaux de discussion avec la Russie ont été rompus et qu'on est dans un rapport de force. Un rapport de force que nous exerçons, nous, au sein d'une coalition dont nous sommes membres depuis 77 ans, qui est l'OTAN. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut considérer notre rapport de force avec la Russie. Mais nous soutenons l'Ukraine sans notion de limite. Et ça nous place aussi en position d'observation de la réalité de ce qu'est ce conflit. Un conflit de très haute intensité avec un niveau de consommation de munitions qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, avec jusqu'à 1000 hommes qui meurent chaque jour en additionnant les pertes des 2 côtés, avec la notion de dronisation dont on a parlé, dont on reparlera forcément, de numérisation, de guerre dans l'espace informationnel, de guerre cyber, et tout ça, on s'y prépare très activement. Si nous sommes agressés ce soir, nous répondrons, et avec les moyens que prévoit cette actualisation de la programmation militaire, c'est-à-dire plus de 10% en plus de ce qui était prévu par la loi de programmation 2024-2030, on sera encore plus prêt. Général Nestier, en termes capacitaires, c'est-à-dire en termes d'équipement, eh bien, quel est l'impact de ce nouvel art de la guerre, j'allais dire, qui est en train d'apparaître? Ouais. Il faut effectivement regarder l'évolution des conflits. On en a parlé, donc des conflits de haute intensité, des crises qui se multiplient. Et puis, Philippe l'a souligné, l'attrition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas agir seul. Donc, il faut penser les équipements nativement comme des équipements étant interopérables, voire interchangeables. Et puis, on a une équation à résoudre entre attrition et régénération. Dès lors qu'il y a de l'attrition dans les forces, il va falloir être capable de régénérer. On ne va pas régénérer les hommes comme ça. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des équipements, beaucoup de robotisation, ça a été dit, de la dronisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui monte en puissance et qui est travaillé par tout le monde aujourd'hui. Et le dernier point, c'est aussi de l'attrition à distance. En Ukraine, 70% de l'attrition se fait dans la profondeur et simplement 30% au contact, si je puis dire. Donc ça veut dire que là aussi, on va avoir des armes qui vont être capables de frapper dans la profondeur, de l'artillerie, des missiles, des drones. Voilà, pour caractériser un peu ce à quoi on peut s'attendre. Donc il y a un changement de paradigme, ça c'est évident. Absolument. Vous disiez tout à l'heure, Emmanuel Vacher, il faut produire plus et plus vite. De fait, depuis 2022,
vous avez relocalisé et vous avez considérablement augmenté au sein du J4 vos capacités de production. Oui, collectivement, l'effort a été lancé en 2022 au moment du discours du président justement à Eurosatory 2022 sur le lancement de l'économie de guerre. Je ne sais pas si on était tout à fait en économie de guerre, mais en tout cas, il y a eu un effort énorme réalisé pour accélérer. C'est sûrement pas encore suffisant. Donc, en fait, la question, c'est comment on peut continuer. Et effectivement, peut-être aussi en développant des concepts de low-tech ou de systèmes ou de moyens qui sont peut-être redimensionnés, plus consommables, entre guillemets, et aussi plus robotisés pour s'adapter en fait, au nouveau champ de bataille. Et puis, effectivement, investir davantage. Ce qui suppose aussi justement d'avoir cette visibilité dont les entreprises ont besoin, que nous donne par principe une loi de programmation militaire, si tant est qu'elle soit bien exécutée. Est-ce que vous confirmez qu'en 4 ans, vous avez quadruplé la production de canons d'obus, de radars et de missiles ? Voilà, alors je ne veux pas faire la liste à l'après-vert, mais effectivement, certains de nos membres ont fait cet effort, quadruplé certaines productions. Mais encore une fois, quand on dit quadruplé selon le point de départ, ce n'est pas forcément suffisant pour faire face à l'attrition, pour faire face aussi à l'épuisement des stocks, des consommables, des munitions. Avant d'aller sur les besoins et la manière de répondre à ces besoins, justement, la prise de conscience. Quand même, il faut peut-être l'acter, et il me semble qu'il y a une réelle prise de conscience en quoi le chef d'état-major des armées, le général Mondot, n'aurait pas parlé de choc majeur dans 3 à 4 ans, et dans le même temps, l'État n'aurait pas réévalué les budgets militaires. Général de Montenon, est-ce qu'il y a donc urgence absolue à réarmer ? Il y a 2 questions dans. Oui, il y a urgence absolue à réarmer. Il est clair que on a affaire à un adversaire qui est complètement désinhibé. Il faut être prêt dès ce soir et le plus près possible à tenir nos engagements, et encore une fois en premier lieu les engagements qu'on a pris dans le cadre otanien. Maintenant, moi je suis un technicien et aux ordres d'un État, et ce n'est pas à moi de fixer le niveau de l'effort de défense, c'est une décision politique. Il y a un effort de défense qui est annoncé, on l'utilisera pleinement pour être encore plus prêt. En tout cas, général Nastier, il faut plus de rapidité et plus d'agilité. Oui, les Russes, eux, sont en industrie de guerre. Eux, ils sont partis lancer. Donc, en cas de confrontation, ils ont déjà un temps d'avance précisant cette économie de guerre. Nous, on se prépare, on fait du ramp-up, mais de facto, il y a quand même un décalage entre les deux. Donc, il faut produire plus vite. C'est ce que tout le monde s'attelle à faire avec des fonds d'investissement. Voilà, il y a quand même un vrai sujet national qui a été lancé il y a 1 an et qui commence à porter ses fruits. Il faut produire dans la durée. Il faut être capable de durer, et ça, c'est vraiment important. Et puis, il faut être capable de produire de façon agile, puisqu'on voit qu'il y a des nouveaux équipements, de la robotisation, et donc tout ça, il va falloir être capable de jongler entre les équipements traditionnels, les grosses plateformes, et puis tous ces nouveaux équipements. Et il n'y a pas d'abac, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être travaillé, il n'y a pas de solution magique qui dit il faut tant de nouveaux équipements, tant d'anciens équipements. Donc ce sont des équilibres qui vont se faire par des expérimentations, et puis au fur et à mesure qu'on va tester. Et puis les procédures, c'est la commande publique, on va y venir dans un instant. Avant cela, Charles Baudouin, comment est-ce que cette urgence se traduira dans les allées d'Eurosatory ? Elle traduira par beaucoup plus d'offres industrielles sur étagère que les Hydra devront considérer. Ils devront repenser leur façon de faire, c'est-à-dire accélérer les livraisons de matériel. Il ne s'agit pas simplement de produire plus et plus vite, il faut aussi accélérer le rythme des programmes. Il faut passer d'un paradigme où j'exprime un besoin et je reçois ce que j'ai demandé, et qui prend souvent 5 à 10 ans, facilement 10 ans, à je prends ce que j'ai. Si on est dans une logique de se préparer pour un possible conflit dans 3 ans, on doit être prêt pour dans 3 ans. Ça veut dire que se pose la question de la souveraineté et de l'urgence. Si on veut produire national, on est sur des rythmes de développement qui amèneront des livraisons post-2030. Et quand je dis livraison, armée terre encore non équipée, sortie d'usine, sans soutien spécifique. J'ai conduit tous les programmes dans l'armée de terre. Il faut prendre ça en compte. Est-ce que j'accepte l'idée de remonter en compétence une capacité sur laquelle je suis en rupture, je pense au solaire courte portée, en acceptant une étagère industrielle très rapidement, sans moi-même avoir des demandes trop importantes. Voilà. Général de Montenon, vous pilotez l'innovation des forces terrestres. De quoi est-ce que l'armée française a-t-elle le plus besoin à date aujourd'hui ?
Pour être précis, je n'ai pas en charge la globalité de l'innovation des forces terrestres, mais je les commande dans leur préparation opérationnelle et nous encourageons chacun des soldats à être un innovateur. Et d'ailleurs, on a distribué du budget dans les forces jusqu'au niveau du régiment. Un régiment, c'est à peu près 1000 personnes. Et on a dit, faites-en ce que vous voulez. La plupart de nos soldats, de nos unités, ont développé des capacités dans le domaine des drones ou bien dans ce qu'ils appellent l'hybridation des réseaux, c'est-à-dire la capacité à ce qu'une information passe par le réseau qui est disponible, téléphonique, satellitaire, etc. Voilà. Aujourd'hui, le besoin des forces terrestres en particulier, c'est de l'épaisseur logistique, c'est-à-dire reconstituer nos stocks de munitions, reconstituer nos capacités de mouvement. C'est une capacité aussi de feu dans la profondeur. On voit bien, et le conflit ukrainien le montre, qu'il faut être capable de tirer à 150 km massivement, et le gouvernement a même annoncé qu'on allait se doter de la capacité à tirer jusqu'à 2500 km parce qu'il faut gêner l'adversaire dans sa profondeur, et la profondeur, elle se joue jusqu'à 2500 km. C'est ça les besoins prioritaires. Et bien évidemment, les contre-mesures, le drone, l'anti-drone, ça inclut ce que vous venez de dire. Oui. D'accord. Emmanuel Levaché, Général Nestier, il faisait allusion, il faut faire la guerre à distance pour tenir compte des états d'âme. Maintenant, le zéro mort, c'est plus possible. Et ça, vos industriels en ont pleinement conscience ? Oui, alors nous, évidemment, le rôle de l'industriel et son devoir, c'est de répondre aux besoins, mais aussi de faire des propositions, comme ça a été dit, pour justement accélérer, vendre aussi ou proposer des matériels sur étagère. Mais sur ce point-là, évidemment, agresser, mais aussi protéger. Protéger les soldats dans les blindés, protéger contre les drones, etc. Donc zéro mort peut-être pas, clairement aussi des services d'évacuation sanitaire, de santé, etc. Donc il y a énormément d'activités qui tournent autour de ces notions. Mais voilà, nous, encore une fois, d'ailleurs, comme l'a très bien dit le général, nous, on n'est pas dans la politique, on est vraiment dans la réponse à un besoin et dans la proposition technique ou technologique pour essayer de participer au combat. Je reviens à ce qu'on évoquait il y a quelques instants, les drones. Ça devient, allez, si vous permettez l'expression, un peu la tarte à la crème aujourd'hui des conflits en cours, que ce soit en Iran, que ce soit en Ukraine. Il semble que l'industrie française a été prise de court et que l'Ukraine a vraiment sonné le tocsin, en tout cas comme un réveil matin. Vous observez, Général de Montenon, ce qui se passe en Ukraine, ça vous fait... Alors, permettez-moi l'expression, ça vous fait rêver, ce que je veux dire, l'adaptation de l'armée ukrainienne pour répondre à ce nouveau type de menace. Alors c'est clair que les Ukrainiens sont spectaculaires dans leur capacité à innover. Si on schématise, et sans vouloir être trop long, l'état du front aujourd'hui, il est relativement figé. Il n'y a plus de mouvement d'unités blindées. C'est un peu un combat drone contre drone. Les Russes essayant de saturer la défense aérienne ukrainienne en lançant des vagues de plusieurs centaines de drones type Shahed pour frapper dans la profondeur. Les Ukrainiens interceptant ces drones, en partie par la guerre électronique, en partie par des drones anti-drones. Et l'Ukraine, qui ne produisait quasiment aucun drone il y a 5 ans, on a produit de l'ordre de 4 millions l'année dernière. Oui, ça nous fait rêver, mais en fait, ça ne nous panique pas. Dans l'armée de terre française, il n'y avait quasiment pas de drones ou quelques centaines de drones il y a 3 ans. On en a 5 000 au début de cette année, on en aura 20 000 à la fin de l'année. Aujourd'hui, tout combattant de l'armée de terre sait utiliser un drone. Et oui, nous souhaitons que notre industrie ait la capacité à produire, comme les Ukrainiens, des millions de drones. Mais on pense qu'il ne faut pas lui demander de faire ça cette année, parce que si elle le faisait cette année ou qu'on les mettait sur étagère, il serait obsolète l'année prochaine. En revanche, il faut toujours qu'on soit au niveau de la technologie qui évolue à toute vitesse. Vous pouvez revenir sur ce que vous... Oui, allez-y. Je peux compléter, ajouter, aller dans ce sens-là. Et concrètement, en fait, au GICAD, donc d'abord, on a ouvert un bureau à Kiev, et qui est quand même la base pour être au contact permanent avec les opérations, et aussi surtout susciter des partenariats dans le domaine des drones, justement. Alors il y a 2 ans, on avait signé un pacte drone qui permettait de fédérer les entreprises françaises, mais là encore, aujourd'hui même, on recevait ici à Paris délégations ukrainiennes de l'association, l'équivalent du GICAT, qui s'appelle l'UCDI, et avec un certain nombre d'entreprises, et la plupart d'ailleurs opérant dans les drones, qui commencent à établir des partenariats avec des entreprises françaises, parce qu'évidemment on va s'inspirer de leurs méthodes, de leurs technologies, pourquoi pas créer des joint ventures ou des activités communes. Donc il y a des choses très très concrètes qui se passent, mais effectivement le but c'est pas de produire tout de suite des millions de drones, mais de suivre l'évolution technologique, d'établir des partenariats et d'être prêt pour accélérer le moment venu.
Juste un mot, Charles Baudouin, l'Ukraine est représentée Oui, à Satory. et très largement. Nous étions déjà il y a 2 ans le principal salon de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous aurons sur Satory 40 sociétés, 1500 mètres carrés. De très très loin, le salon de Londres avait 6 ou 7 sociétés. Oui. Donc il y a une volonté de l'Ukraine de faire d'Eurosatory son salon sur ce sujet-là. Et en mettant le paquet sur les drones, ou c'est une des activités, entre autres C'est extrêmement vaste, en fait. C'est extrêmement vaste. Ils sont présents partout, en fait. Et je reviens sur le sujet de l'accélération. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, et même les États-Unis, être dans le même effort que l'Ukraine. Parce que nous avons connu cette époque, en 14-18, en passant d'un avion en toile à une escadre de bombardiers et de chasseurs de très haut niveau, même en 1918. Le char était apparu. En 39-45, passaient des avions et des chars au V2 et à l'avion à réaction. L'Ukraine a cette lutte existentielle que seul un pays qui est en grand danger peut mener. Vous voyez, c'est-à-dire, les États-Unis le font un peu à coup de milliards de dollars, mais n'arrivent quand même pas au niveau de performance ukrainien, au point qu'on voit des experts ukrainiens venir dans le Golfe, les Américains ne pas arriver à trop arrêter aujourd'hui les Shahed ou les missiles. Général Nestier, au sein de ECD Conseil, vous observez tout cela, bien évidemment. Il y a des drones qui font un bruit de mobilier d'un côté, il y a des avions de chasse surpuissants, super sophistiqués de l'autre, ce qui rebat les cartes. Vous pensez qu'il faut trouver un équilibre entre high-tech et low-cost ? Oui, on ne va pas le trouver dans des abacs, hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, parce qu'elles n'existent pas encore. Il y a quand même une contrainte budgétaire, hein, il y a une enveloppe qui existe, et il faut faire rentrer pour avoir une armée française qui reste cohérente, qui reste adaptée au contexte. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de plus de masse. Donc, il va falloir avoir à la fois des capacités qui vont coûter moins cher, qui sont peut-être un peu moins performantes, dont une partie va être trouvée sur étagère, et puis qu'on va adapter ou pas, parce qu'elles vont correspondre. Et ça veut dire que demain, on va avoir des capacités, toujours des armes de décision, que nos gros industriels font déjà et continuent à être capables de faire. On va avoir des armes réparables. Voilà, elles vont être abîmées, on va accepter de les réparer. Et puis, on va avoir des armes jetables. Voilà, qui vont servir une fois. Donc, on s'oriente vers ce genre de choix, mais les équilibres vont se faire au fur et à mesure. Et Charles de Montenon, là-dessus ? Oui, parce que si j'avais des souhaits à faire sur l'équilibre entre haute technologie et masse, je dirais surtout réfléchissons à 2 fois aujourd'hui avant de nous lancer dans un programme lourd, dans le renouvellement d'un programme lourd. Et d'ailleurs, dans les premières annonces qui ont été faites sur l'actualisation de la programmation militaire, il y a des choix courageux qui sont faits d'abandonner des projets parce qu'on voit bien que c'est pas ce qu'il nous faut, c'est trop coûteux, c'est trop lourd. Donc il faut garder une vraie agilité sur tout un ensemble de nouvelles technologies. Pour ça, sans doute, pousser un certain volume de crédit vers l'innovation dans les armées et conserver aussi la capacité à mener des grands programmes d'armement. Et en fait, ça a été un peu un génie français, je parle sous votre contrôle, de conserver, y compris après la guerre froide, dans une période où on pensait qu'on ne ferait plus que du contre-terrorisme, l'ensemble des capacités à produire dans tout le spectre de la BITD. Vous parlez d'agilité, c'est vrai qu'entre l'incantation puis la décision politique et puis la passation de commandes, il y a un gap. Un marché d'armement, c'est lourd, c'est cher, c'est compliqué. Les règles de passation de marché public sont conséquentes, encore plus quand il s'agit d'armement. Emmanuel Levaché, qui représentait l'industrie de l'armement, on va dire cela comme ça, l'industrie de la défense, est-ce que la commande publique est désormais plus réactive ? Vaste question. Alors déjà, la commande publique est plus massive avec l'augmentation tendancielle en France des budgets. Je rappelle d'ailleurs que les entreprises que je représente sont aussi fortement exportatrices. Donc on est aussi porté par l'augmentation des budgets de défense. Et 64% de ces exportations vont vers l'Europe. Exactement. Donc dans les pays de l'Union européenne et au-delà même, donc les budgets et l'accélération des budgets de défense est encore bien supérieure à ce qu'elle est en France. Donc évidemment, on appelle de nos voeux qu'il y ait une transformation en commande réelle et en commande massive. Mais comme l'a dit le général et comme l'a dit les généraux ici présents, il y a des contraintes aussi. Il faut faire rentrer tous ces programmes dans une enveloppe qui est ce qu'elle est en France. Et donc, il y a des arbitrages à faire, il y a des choix à faire, des choix parfois courageux, qui sont aussi parfois douloureux pour les entreprises. Mais bon, encore une fois, les entreprises doivent s'adapter
et puis aussi être encore plus forte à l'export. Et c'est d'ailleurs un des intérêts majeurs d'un salon comme Eurosatori, d'aller rencontrer nos clients à l'export et de continuer à bien finalement marcher sur nos deux jambes, une jambe française bien musclée, mais aussi une jambe à l'export qui nous permet de trouver les volumes dont on a besoin pour faire vivre nos entreprises. Vous confirmez, Charles Baudouin, vous avez parmi vos participants des gens qui produisent déjà, qui voudraient produire plus et qui voudraient en conséquence avoir plus de commodité, on va dire, pour pouvoir le faire? Oui, je le répète, hein, c'est une question de volonté politique. À quelle échéance je fixe le niveau de l'armée pour répondre à quel défi? Si je veux être prêt en 2030, je dois avoir en 2030 la capacité à soutenir dans la durée, avec des consommations immenses de munitions, des attritions très fortes de matériel et bien sûr des pertes humaines très importantes, à accepter ce sacrifice. On revient en fait au coût de possession. Effectivement, aujourd'hui, l'industrie en tout cas a compris, parce que l'offre sur Eurosatori a nettement évolué par rapport à 2024, on est dans une urgence. Voilà, c'est le salon de l'urgence aujourd'hui. Les besoins, vous parlez de munitions à l'instant, on a l'impression que c'est vraiment ce sur quoi ça pêche aujourd'hui, sachant que le porte-avions s'est lancé, les Rafales, etc., c'est sur des temps longs. Mais là, au jour d'aujourd'hui, visiblement, ce qui pêche, ce sont les munitions. Confirmé, Gérald de Montenon? On tient combien de temps? C'est la fameuse question. Alors, ça, c'est une question dont la réponse est classifiée. Et ce que je peux vous dire pour regarder le verre à moitié plein, c'est que en première priorité annoncée par la ministre lorsqu'elle s'est exprimée devant la représentation nationale pour détailler ce que serait cette actualisation, elle a dit les munitions. Et donc on va retrouver de meilleurs stocks de munitions dans une échéance assez courte. Mais si on doit faire la guerre ce soir, on la fera avec ce qu'on a comme munitions, et on la fera dans le cadre d'une alliance qui est solide. Et on la fera aussi avec toute notre expérience très forte de la guerre des dernières années, et sans oublier aussi qu'on a une puissance nucléaire dotée. Alors ces munitions, on peut les acheter en France ou il faut les acheter à l'étranger, Emmanuel Bachet? Les deux. Principalement en France. On a ce qu'il faut comme production de munitions, de missiles, enfin un très bon missilier. Voilà, donc je pense qu'on fournit à peu près l'intégralité du spectre. Je précise juste une chose, c'est que, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, on a un problème à régler sur la lutte anti-drone, oui. Et on doit se doter de la capacité à détruire des drones avec des munitions qui ne valent pas plus cher que les drones. Et oui. Aujourd'hui, quand on détruit des drones avec des munitions qui valent 100 fois leur prix, c'est un échec. Mais toutes les puissances occidentales sont confrontées à la même difficulté. On voit que les Ukrainiens sont en train de résoudre cette difficulté, et je pense qu'on va réussir à le faire aussi. Vous y faisiez pas mal d'innovations d'ailleurs qu'on pourra présenter à Eurosatori sur le sujet. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Certains de vos soldats ont une autonomie de dépenses, si j'ai bien compris. Et ça doit commencer par les drones. C'est-à-dire qu'ils disposent d'un budget et ils peuvent, comme ont pu faire les Ukrainiens, aller dans le civil, acheter un drone, un moteur par-ci, un moteur par-là, où c'est très encadré. Ça reste quand même encadré parce que c'est de la commande publique. Ça se fait dans le cadre de la loi, et s'ils veulent faire des achats conséquents, ça tombe sous le coup de la loi sur les marchés publics. Et les montants qui sont en jeu sont très limités quand même. C'est-à-dire que à ce stade, pour être précis, c'est de l'ordre de 150 000 € qui sont confiés à un régiment, et donc vous voyez qu'on va pas très loin avec ça. Mais il n'empêche que quand on acquiert la première année une imprimante 3D, qu'on teste des choses, qu'on achète des composants, etc., on arrive à des innovations assez spectaculaires, notamment en matière de dronisation. Gérald Lestier, vous me disiez quand on a préparé ce moment que pour acheter plus vite, il faut savoir proposer un accompagnement avec des expérimentations. Qu'est-ce à dire? Dès lors qu'on accepte le fait qu'on va acheter des choses, soit de la deep tech, comme disait Charles tout à l'heure, ou des drones qu'on trouve sur étagère, à un moment donné, il faut qu'il y ait une connexion beaucoup plus forte, et c'est ce qui est en train de se faire, entre les armées et les start-upers, les industriels. Parce que c'est en se frottant les uns aux autres, en comprenant bien le besoin des armées, d'une part, et d'autre part, que les armées voient aussi ce qui se passe dans le civil. On a une vision traditionnelle de les armées expriment un besoin militaire. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de technologies qui sont poussées par le monde civil, qui ne répondent pas à un besoin de militaire, mais qui vont servir aux militaires. Donc ça va dans les deux sens. Et tout ça, ça passe effectivement par un changement de culture, une façon de travailler ensemble, une confiance qui va se créer collectivement, et c'est en train de se mettre en place. Il y a le commandement du futur, l'armée de terre, Philippe en parlait mieux que moi, mais voilà, c'est beaucoup de ces travaux qui sont en cours. Alors vous dites que les procédures doivent évoluer, mais est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce qu'elles sont revues? Est-ce qu'elles sont
allégé ou on est encore là dans l'incantation et le souhait? Alors, si vous parlez des procédures d'achat, Ouais. oui, alors les procédures d'achat, il y a le code des marchés publics, qui est valable pour tous les pays européens et donc il s'applique à la France comme aux autres. Pour autant, il y a l'interprétation, il y a le texte et l'interprétation du texte. Bon, il y a des gros travaux qui sont faits par la DGA sur l'interprétation du texte, avec quand même des limites, parce que tout le monde dit il faut augmenter le risque, il faut accepter la prise de risque. Oui, on accepte la prise de risque, reste que l'argent de la DGA, c'est l'argent du contribuable. Et donc le contribuable, le ministère est quand même redevable et l'argent ne doit pas non plus être dépensé n'importe quoi. Donc oui, il faut prendre plus de risques. Oui, il faut faire évoluer les procédures et c'est ce qui est en train de se faire. Oui, il faut mettre les acheteurs là aussi au plus près de la demande. Pour autant, il y a quand même des contraintes à la fois réglementaires et puis de bonne utilisation de l'argent de l'État. Charles Baudouin, vos exposants, ils expriment le besoin d'avoir des procédures plus souples pour pouvoir rencontrer leurs acheteurs et conclure des affaires, les fournir. Oui, bien sûr. Mais j'ai eu l'occasion de conduire en son temps des urgences opérationnelles pour l'Afghanistan et le Mali. Là aussi, je rejoins ce que dit Claire. Le code de marché public n'est pas toujours un carcan. Si on le connaît bien, on sait produire vite pour des forces. On l'a fait avec des livraisons rapides, je dirais, en 9 mois. Donc là aussi, on ne pourra pas changer le code des marchés publics, on ne fera pas d'exception. Mais je crois que si les volontés sont tendues de part et d'autre, si l'État accepte d'adapter ses besoins à l'offre client, à l'offre industrielle, parce qu'il y a une urgence, et si on utilise bien pour les acheteurs de l'État, qui engagent leur propre responsabilité, de l'État qui est de la DGA ou de la CIMT, de service de maintenance des matériels terrestres, qui achète, c'est lui qui est engagé. Donc si on fait bien les choses en équipe, et j'ai l'occasion de le faire, ça va très vite. Ailleurs en Europe, alors il y a bien évidemment l'UE, mais il y a aussi l'OTAN qui est plus large que l'Europe. Claire Nesti, vous connaissez très bien ce domaine-là pour y avoir travaillé en tant qu'officier général et aujourd'hui donc à ECD Conseil. Est-ce qu'il y a, quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus souples, plus réactives hors UE, internes à l'OTAN? Alors, déjà, l'OTAN et l'UE, on ne parle pas de la même chose. L'OTAN, c'est la machine qui nous permet de travailler entre alliés. C'est la machine à interopérabilité, savoir travailler ensemble. Et ça, c'est fondamental. Et l'OTAN, c'est aussi, et ça, c'est un peu moins connu, elle s'assure de la cohérence de toutes les armées de l'Alliance. Et donc de la cohérence des équipements, de la cohérence capacitaire. Ça veut dire que l'OTAN, pratiquement, donne à tous les alliés des cibles capacitaires et dit tel pays, vous devez avoir tel équipement, tel équipement, tel équipement, tel équipement. Donc c'est un côté très très normateur et qui, dans un temps de remontée en puissance, est très utile parce que ça évite que tout le monde fasse un peu tout et n'importe quoi et qu'il y ait un risque de perte de cohérence. Donc ça, c'est un des avantages de l'OTAN. Et en parallèle, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? L'Union européenne, elle travaille surtout sur les industries de la défense. Donc d'un côté, si vous voulez, il y a l'OTAN qui dit le besoin militaire, et je simplifie, et de l'autre côté, vous avez l'Union européenne qui a mis en place tout un tas d'instruments, en particulier la Commission. Il y a 3 ans, c'était impensable. Aujourd'hui, la Commission a mis énormément d'instruments en place qui ont pour objectif d'aider à la remontée en puissance des industries européennes, mais également de faire des achats en collaboration, etc. etc. Donc oui, l'Union européenne, elle facilite aujourd'hui, par un apport d'argent important, elle facilite la remontée en gamme de la défense européenne. Sur la cohérence, sur l'interopérabilité, c'est quelque chose d'important en général. Est-ce qu'on est au point ou est-ce que là aussi, il faut mettre un coup d'accélérateur? Alors c'est absolument clé. On peut toujours faire mieux, mais on est déjà bien avancé. Et encore une fois, une de nos grandes forces face à la menace russe, c'est l'OTAN Alliance qui a 77 ans, qui a déjà pris des décisions à un niveau politique sur l'attitude à avoir en cas d'agression, qui a confié à des autorités militaires un certain nombre de mesures à mettre en œuvre, que ce soit dans le domaine des opérations ou dans le domaine capacitaire dont parlait Claire. Et donc notre interopérabilité avec les autres alliés pour un conflit de haute intensité, elle est déjà prévue dans le cadre otanien. On s'en félicite de plus en plus. Pour autant, il n'y a pas d'armée européenne, il y a des armées d'État, il n'y a pas une industrie européenne, il y a des industries étatiques. Est-ce qu'il y a, compte tenu de l'urgence, des convergences? Est-ce que là où les uns, les autres, les industriels se regardent en chien de faïence en disant c'est moi qui vais le faire et pas toi, est-ce qu'il y a une sorte de raison, ou en tout cas de sens commun qui émerge, Emmanuel Vacher? C'est vrai que historiquement, l'industrie de défense européenne a été assez fragmentée, et en particulier d'ailleurs dans le domaine terrestre.
La difficulté, en fait, parce qu'on peut, en toute logique, souhaiter une certaine consolidation de l'industrie de défense européenne pour qu'elle soit plus forte, qu'elle arrive aussi à des niveaux de volume plus importants qui génèrent des économies d'échelle, qui permettent d'être plus puissants. Mais en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut que les planètes soient alignées. C'est-à-dire, c'est pas l'industrie toute seule qui va se consolider, c'est aussi, bien sûr, l'ensemble des acteurs, à commencer par les armées, qui doivent aligner leurs besoins et leurs doctrines aussi, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on a effectivement des traditions et des réalités militaires différentes selon les pays européens, et aussi, bien sûr, l'alignement politique. On sait que l'Europe ne s'est pas construite sur la défense, que bien sûr, maintenant, l'accélération et la prise de conscience est là, des outils sont en place, mais on est encore dans un démarrage en fait de cette prise de conscience. Après, juste ce que je voudrais compléter, c'est que souvent d'ailleurs en Europe, il y a le multilatéral qui fonctionne avec des outils assez complexes, mais qui commence à produire quelques effets. Il y a aussi le bilatéral ou le trilatéral, enfin en tout cas des accords entre pays. Et souvent, ça a été plus efficace. Un exemple qu'on cite souvent, qui est une success story dans le domaine terrestre, c'est le franco-belge. Où là, il y a un parfait alignement des planètes et où les Belges ont pris du matériel Scorpion, enfin français, et avec une doctrine d'emploi équivalente et une très forte concertation, voire proximité des armées. Eh bien, la Belgique, justement, c'est 35 milliards de budget de défense, donc 18 rien qu'en cette année. Il y a l'Allemagne qui débloque 100 milliards supplémentaires. Ça nous amène à parler du nerf de la guerre, l'argent. Comme on dit que les chiffres parlent d'eux-mêmes, les voici donc. La loi de programmation militaire 2024-2030 en hausse de 3 milliards par an. Le Premier ministre a annoncé récemment 8 milliards de plus pour se doter de munitions. C'est le programme SAF. Et d'autres annonces doivent être faites d'ici au cours du salon Euro-Satori. Ça veut dire, Général de Montenon, que nation et armée sont désormais sur la même longueur d'onde. Nation et armée sont sur la même longueur d'onde, les armées sont sur la longueur d'onde de la nation et du gouvernement, de toute façon. Les chiffres, en fait, l'effort va au-delà de ce que vous dites, parce que le projet de loi qui a été examiné en Conseil des ministres, il annonce 36 milliards d'efforts jusqu'à 2030, c'est-à-dire en fait 10% au-dessus des 413 qui étaient prévus par la loi de programmation militaire. Donc c'est très conséquent et ça inclut ce que vous disiez, dont 8,5 milliards pour les munitions et dont des sauts assez importants d'une année sur l'autre. Vous citiez l'Allemagne qui avait déjà annoncé un effort de 100 milliards d'euros après l'invasion de l'Ukraine. L'Allemagne a fixé une trajectoire budgétaire qui va au-delà de ça. Elle est aujourd'hui à peu près, je crois, sauf erreur, à 95 milliards de budget. Elle a annoncé un budget autour de 165 milliards dans 4 ans. Donc c'est vraiment très conséquent. Emmanuel Vacher, c'est vrai également pour l'Europe du Nord et l'Europe orientale. Oui, on pourrait multiplier les exemples d'accélération, Finlande, Suède, Pologne, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cet effet d'accélération qui est très spectaculaire et qui entraîne derrière des commandes et donc l'industrie. Alors, si tant est que ces pays achètent avec une préférence européenne, ce qui n'est pas toujours le cas. Général Nestier, la France fait donc mieux qu'auparavant, mais est-ce que c'est encore suffisant ? Je pense que la France, elle fait avec son enveloppe. La vraie question, c'est quel est le niveau de souveraineté qu'on veut avoir et dans quel domaine. On a des choix à faire. Il y a, j'en parlais tout à l'heure, des sommes d'argent colossales qui vont arriver de l'Union européenne dans le prochain cycle budgétaire qui va arriver en 2028. C'est pas validé, c'est en cours de négociation, mais on parle de budget multiplié par 10. Ça veut dire que nativement, il va falloir qu'on réfléchisse différemment. Et le vrai sujet, ça va être ça. Ça va être comment est-ce qu'on arrive à avoir une souveraineté sur, évidemment, le nucléaire, c'est même pas le sujet. Bien sûr, il restera, mais il y a d'autres sujets qu'on va vouloir garder souverains. Et au-delà de ça, au niveau de l'Europe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut que l'Europe soit résiliente. L'Europe résiliente, c'est une Europe qui est capable d'acheter européen, pas acheter américain, pas acheter coréen du Sud. Il y a des vraies raisons. Si on a acheté comme ça, c'est parce qu'on n'avait pas forcément les capacités de fournir pour répondre à un besoin immédiat. Les Polonais, ils ont voulu réarmer tout de suite. Ils ont trouvé ce qu'il y avait sur le marché au meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Donc ça, c'était le temps 1. Le temps 2, c'est ce qu'on est en train de préparer. Voilà. Et ces mesures qui sont prises au niveau de l'Union européenne doivent permettre justement de réfléchir autrement, de se réorganiser autrement et d'avoir une résilience européenne, vraiment. Donc un appel à la mobilisation industrielle. Tout à l'heure, il y a de cela une demi-heure, le mot économie de guerre a été cité. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans ça ou est-ce qu'on est encore dans une économie d'avant-guerre ? D'ailleurs, c'est quoi une économie de guerre, très concrètement, Emmanuel Vacher ?
C'est ce que évoquait Charles en parlant de 14-18. Là, c'est quand, en fait, moi je pense, c'est quand l'ensemble de l'économie d'un pays et de son industrie est mobilisé pour l'effort de guerre. Ce qui est le cas de la Russie et de l'Ukraine aujourd'hui. On n'en est pas là, loin de là. Mais clairement, il y a une économie de préparation à la guerre. Ouais, on peut peut-être le qualifier comme ça. Et cette préparation s'accélère. C'est combien Quel est le pourcentage du PIB consacré à la défense pour considérer qu'on entre en économie de guerre? Est-ce que vous avez la réponse, le seuil? Charles Baudouin. 6% minimum. 6%, Gérald de Montenon. Enfin, je ne pense pas que le pourcentage du Oui, PIB c'est- définisse si on est en économie de guerre Non. ou pas. On est en économie de guerre quand une très très grande partie, une partie beaucoup plus importante qu'aujourd'hui de la production industrielle est dédiée à l'effort de guerre, et quand on accélère tous les processus. Il y a un exemple historique qu'on cite souvent, c'est celui de la production de la Jeep aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. La Jeep qu'on appelle Willys, qui a eu une existence ensuite qui a duré encore plusieurs dizaines d'années. Apparemment, entre le premier coup de crayon d'un ingénieur pour dessiner la Jeep et la production en série, c'est passé 11 semaines. C'est ça l'économie de guerre. Oui, et c'est quand l'effort national entier est tourné là-dessus. Oui. C'est-à-dire que les usines de voitures ne fabriquent plus des voitures, mais fabriquent des chars, que les supermarchés sont transformés comme c'est le cas aujourd'hui en Russie. Vous avez certains supermarchés qui sont fabriqués et qui sont transformés en usines de production de drones. Voilà. Je crois Et que la jeunesse est mobilisée aussi. Et je crois que l'industrie automobile commence à se diversifier, Emmanuel Levaché, pour fabriquer quoi? Il faudrait leur poser la question directement, mais il est de notoriété publique que Renault, par exemple, s'intéresse à certains types de matériel, drones, volants, peut-être robots, etc. Oui, par exemple, mais on pourrait multiplier aussi les intérêts. En tout cas, on voit venir à nous, y compris au J4, des constructeurs ou des équipementiers automobiles qui s'intéressent en fait au secteur de la défense parce qu'ils ont besoin aussi de perspectives de reconversion et aussi bien sûr d'apporter leur savoir-faire de production de grandes séries pour la défense. Est-ce que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la récente déclaration du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, qui évoquait l'autre semaine la création d'un marketplace pour les petits équipements pour donner de la souplesse, Gérald de Montenon? Oui, ça va complètement dans ce sens-là. Mais cette marketplace dont parle le CEMAT, c'est l'idée que pour certains types d'équipements, dont des innovations technologiques extrêmement rapides, il faut faire confiance à l'innovation qui existe dans les troupes, et il faut que les unités qui auront testé des technologies très rapidement évolutives puissent les signaler sur un catalogue, une marketplace, pour que les autres les achètent ensuite. C'est un concept qu'on ne peut pas étendre à tous les types d'équipements. Le lance-roquette, par exemple, on l'achète où? Où est-ce qu'il faudrait l'acheter aujourd'hui? Le lance-roquette unique, vous Ouais. voulez dire donc le lance-roquette unique, c'est la capacité à tirer dans la profondeur. Et aujourd'hui, on veut avoir la capacité à tirer jusqu'à 150 km, et notre capacité actuelle arrive en fin de vie. Et donc, la ministre a annoncé qu'il y a un choix qui va être fait dans les semaines à venir. Un choix soit sur des capacités nationales si elles sont mûres, soit on ne s'interdit pas d'acheter sur étagère à l'étranger. Beaucoup de choses ont été dites. Mais peut-être que votre curiosité va au-delà, elle n'a pas été rassasiée. Alors si vous avez des questions ou le besoin de faire préciser certains points, n'hésitez pas, que ce soit ici dans la salle ou bien en distanciel. Qui souhaite déjà 3 demandes de parole. Donc monsieur, tout d'abord. Oui, bonjour, Rudy Rittenberg, Defense News. Il y a eu mention du fait que les fronts sont figés, qu'il n'y a plus de mouvement à cause des drones. Quelles sont les solutions pour retrouver le mouvement, et quelles solutions est-ce qu'on risque de voir à Eurosatory? Merci. Qui veut répondre? Charles Baudouin, peut-être? La première chose pour retrouver le mouvement, c'est la percée. Nous sommes en 1915, c'est-à-dire la guerre des tranchées, et les armées, que ce soit l'armée allemande, que ce soit l'armée française, les coalisés, je dirais franco-anglais, puis américains, ont cherché à tout prix la percée. Une armée ne peut pas être statique. Elle doit retrouver le mouvement. Sur les 1200 km de front russo-ukrainien, je suis certain que l'un et l'autre cherchent le point où ils peuvent surprendre et percer. En perçant, on exploite et on retrouve la mobilité, et les chars, les hélicoptères, les avions retrouveront tout leur sens, parce qu'en fait, on aura tellement, une fois qu'on perce et qu'on désorganise derrière, on va dans la profondeur, l'ennemi est bousculé, ne peut plus faire. Aujourd'hui, ce qu'on voit effectivement, et les Ukrainiens sont un très bon exemple, on ne fait pas du robot tueur, équipier de chars, parce qu'on fait du robot. Les Ukrainiens, ils font actuellement des robots qui sont des mules, parce qu'ils savent que s'ils prennent un véhicule pour transporter un blessé ou une logistique d'un point à l'autre, le gars sera mort. Donc ils sont drivés entièrement par le besoin pur militaire.
Et ça, c'est intéressant. Il faut revenir à des petits pas, là où parfois on veut faire des grands pas, et je rejoins le général, à faire des grands programmes qui, à un moment, tomberont dans le vide ou seront trop longs. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et on trouvera effectivement à Eurosatory ces propositions extrêmement nombreuses, et je dirais le fait qu'on ait énormément d'exposants permet aux acteurs de chaque BITD de se comparer. Et je crois que ces Ukrainiens sont observés de très près, parce qu'ils ont quand même inventé quasiment le drone naval. Et fait une grosse partie de la flotte russe du fait de drone naval, c'est quelque chose qu'on n'envisageait pas, et que depuis, il a déjà notifié un drone sous-marin français. Donc, la guerre, malheureusement, crée cette innovation qui n'était même pas pensée auparavant. Vous souhaitez compléter ? Non, peut-être juste aussi Général. dire que quand le front est figé comme il l'est en ce moment, pour percer, il y a différentes façons de le faire. Soit on arrive à saturer l'adversaire, c'est-à-dire à lancer plus d'attaques que lui qui n'arrive pas à intercepter. Soit on a un avantage technologique. Alors pendant un temps, l'avantage technologique il se jouait dans capacité à avoir des drones guidés de façon non brouillée et capacité à trouver un brouillage. Et puis on s'est mis à avoir des drones philo-guidés qui résistent au brouillage. Et puis maintenant il y a une question qui se joue sur la capacité de production de masse et aussi sur la capacité à produire des vecteurs hypersoniques qui vont être difficiles à arrêter. Donc peut-être que la percée elle va se définir comme ça. Une question, monsieur au fond de la salle, oui. Oui, bonjour, Alain Servas de Army Collection Group. On a parlé de beaucoup de matériel militaire, mais un sujet qui m'intéresse fortement, c'est le renseignement. Et aujourd'hui, on en parle très peu. Et on a pu remarquer que les Américains ont pu réduire les capacités de désigner des cibles grâce à l'utilisation de l'IA. Quels sont les objectifs de l'armée française, mais aussi à Eurosatory? Qu'est-ce qu'on pourra avoir aussi sur l'information, l'utilisation de l'IA pour le renseignement? Charles Baudouin. Aujourd'hui, le renseignement. Alors, on peut même étendre à la guerre électronique, renseignement guerre électronique. C'est déjà le premier poste où on investit l'IA. L'IA aujourd'hui est très massivement investie d'abord, et bien avant la robotique, bien avant les drones, sur l'ISR. C'est fondamental parce que c'est ce qui fait la compréhension de situation, fera le succès des armes. Et on voit bien que si on n'a pas le renseignement, eh bien, on subit. Ça a été le cas malheureusement de certaines guerres mondiales où on a des grosses difficultés, notamment en 1940, on n'avait plus de renseignement et on était dépassé. Aujourd'hui, ce renseignement, il est à tous les niveaux, au niveau du drone utilisé par les soldats, jusqu'au niveau spatial, et on en vient à la résilience spatiale. C'est effectivement ce traitement de masse des données, cette fusion des données que vous trouverez en proposition des grands industriels aujourd'hui qui permet, on le sait en tout cas, on le sait notamment par les journalistes, qu'une grosse partie des traitements des cibles qui ont été faites par les Américains en Iran a été faite avec l'aide de l'intelligence artificielle, des métadonnées qui permettent de valoriser ce qui est, et très rapidement, pourquoi cette cible est plus intéressante qu'une autre, parce que j'ai des facteurs, et notamment des facteurs qui sont parfois des signaux faibles que l'homme ne perçoit pas et que l'IA ne rattrape pas. Voilà, donc c'est bien cette conjonction IA. Pour la guerre électronique qui est très importante, la France n'a pas baissé la garde, parce que dans ces conflits asymétriques, elle s'est adaptée à ça. On a un régiment de guerre électronique tactique, un autre régiment de guerre électronique stratégique, qui permettent aujourd'hui d'aller chercher l'adversaire sur des signaux qui ne sont pas forcément thermiques, mais ceux qui l'émet va le désigner quelque part aussi. Le général de Montenon. Alors, de l'intelligence artificielle, il y en a déjà partout dans l'armée française. Il y en a déjà pour l'aide à la décision, pour étudier le terrain. Il y en a pour traiter le renseignement, traiter l'image. On est en train de développer l'idée de drones qui seront autonomes en termes d'un certain nombre de choix avec d'intelligence artificielle. Bien sûr, dans le respect des limites éthiques qu'on s'est fixées, c'est-à-dire pas d'engagement de cible sans décision du commandement. Et un de nos défis, notre principal défi, je dirais, en matière d'utilisation de l'UA, c'est faire en sorte que notre cloud de combat dans lequel on va mettre toutes nos données, et qui va pouvoir être requêté par les outils de frappe dans la profondeur, par exemple, il soit parfaitement interopérable avec les clouds de combat et des systèmes d'intelligence artificielle de l'ensemble de nos alliés, en particulier dans le cas d'Otanien. Et ça, c'est vraiment un des sujets de l'année en cours. Une autre question. Oui. Pour le général de Maintenon, vous avez évoqué l'impression 3D. C'est aujourd'hui l'utilité en première ligne en matière de MCO, elle n'est plus à démontrer. Par contre, qu'en est-il des impressions d'armes en 3D sur la ligne de front? La DARPA avait étudié ça il y a 8 ans parmi les projets. Aujourd'hui, on voit l'utilité. L'Ukraine commence
à expérimenter le sujet en première ligne. On évoqua, par exemple, si je reprends l'exemple de drone, un drone qui tire à 5 munitions rôdeuses, entre 5, 10, 15 km, la propulsion change, le carburant, enfin la partie autonomie change, la tête, les commandes électroniques est la même. Le fait de pouvoir produire sur place quelque chose adapté pour un fantassin pour tirer entre 5 et 10 km, ça évite de se trimballer avec des containers de drones. Est-ce qu'on évolue, est-ce qu'on réfléchit au sujet ? On trouve des imprimantes 3D aujourd'hui sur la ligne de front, dans les véhicules de l'avant blindé, et on fait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on produit des pièces détachées pour nos armes notamment. On ne produit pas d'armes complètes. J'en vois pas l'intérêt, et nos armes sont quand même arrivent à résister, et on peut pas tout produire en imprimante 3D. Et oui, on produit des pièces de drone parce que typiquement quand vous crachez un drone parce que vous l'abîmez à l'atterrissage, souvent vous avez à remplacer qu'une petite partie que vous pouvez produire pour pas cher par de la 3D. Alors, un drone intercepteur fait environ... alors la question est peut-être plus industrielle, mais à ma connaissance, l'impression 3D n'est pas utilisée pour produire en masse. Emmanuel Vacher, là-dessus. Joker. Bon. J'ai vu des exemples de projets de drones intercepteurs qui étaient effectivement des tout petits drones intercepteurs en matière plastique et qui étaient tout à fait propices à une production de ce type-là. Je ne sais pas si c'est si c'est déjà en vigueur. Encore une question, monsieur. Comme il y a, j'imagine, pas mal de PME, est-ce que Eurosatory, c'est une bonne plateforme pour les PME de collaborer entre eux, disons, le PME indien avec un PME? Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour faciliter ça? Alors, les PME représentent 80% de J4. Oui. Et à peu près la même proportion dans un grand centre comme ça. Il y a effectivement les très grands que tout le monde voit à grande surface, mais nous sommes extrêmement attentifs. C'est pour ça que Eurosatory peut-être aussi a connu plus de succès dans ses exposants que d'autres salons. Nous sommes attentifs au prix du salon. Nous sommes 2 fois moins chers que d'autres salons en étant le premier du monde, parce que les PME ont des moyens. Elles sont souvent à côté des grands groupes extrêmement innovantes. Elles prennent des risques et elles sont extrêmement agiles. Donc effectivement, les PME sont quand même le cœur du sujet. Les grands groupes d'ailleurs s'appuient eux-mêmes sur des PME. Attendez avec le micro pour que les autres participants puissent entendre. Mais comment vous les aidez à retrouver, disons, un PME indien et un PME français, de faire des rencontres et collaborer? Alors, on a des B2B, on met en place des B2B où les gens qui veulent se rencontrer peuvent le faire, et c'est vraiment un sujet très moderne. On a des systèmes développés pour ça qui nous permettent que les gens s'inscrivent, s'identifient et disent « je veux discuter avec vous ». Ça, c'est une première chose. Le J4 lui-même, certainement, développe des rencontres pour faire des alliances entre les PME, parce que c'est vrai que les PME, notamment au sein de l'Europe, mais pas que, ont besoin de s'allier pour ensemble trouver un marché et d'aller, je dirais, prospérer ensemble. Mais la première chose, c'est les prix déjà, qui permettent aux PME de venir sur le salon. Monsieur, à nouveau. Oui, bonjour. Une question sur l'application des drones dans les forces françaises. Bien évidemment que toute armée européenne aujourd'hui regarde l'Ukraine et essaie de tirer les leçons. Vous avez aussi mentionné le standardisation par voie d'OTAN. Est-ce que ça veut dire que le doctrine drone, l'utilisation de drones dans les forces françaises est partagée avec les partenaires otaniens, ou est-ce que pour l'instant c'est du bricolage pour chaque armée et tout le monde fait son propre truc, pour le dire comme ça? Merci. Alors on partage, et comme les choses vont à toute vitesse, le mois prochain nous organisons un challenge international de drones auquel on invite l'ensemble de nos partenaires alliés, et on les a encouragés à venir avec des équipes innovantes, et il y aura un prix notamment pour ceux qui auront le plus innové et résolu un problème technique par eux-mêmes. Et ça se passera où? Pardon. Ah, vas-y. Je ne vais pas vous dévoiler ça, en revanche je peux vous dire que le prix sera remis pendant Eurosatory. Très bien, général Mestier. Et l'OTAN de son côté fait des hackathons, fait des challenges sur les drones.
Donc ils font venir des startups. Il y a tout un réseau de startups, que ce soit à l'Union européenne ou à l'OTAN, qui sont d'ailleurs accélérés. Il y a des accélérateurs défense de l'OTAN et de l'Union européenne aujourd'hui. Et donc ils organisent des challenges dans des contextes opérationnels qui permettent à tout le monde de tester ces nouveaux équipements. Et au-delà de ça, les drones vont faire partie justement des fameuses cibles capacitaires qui vont être attribuées au pays. Pour le moment, il n'y en avait pas. Et maintenant, dans le prochain cycle, les drones seront pris en compte. La question était surtout sur la doctrine. Oui, mais dès lors qu'il y a des cibles capacitaires, il y a de la doctrine. Oui. Et voilà, c'est Il faut attendre tous avant énorme, d'écrire la doctrine. en fait, c'est ça. Mais écoutez, merci. Merci pour la qualité de vos interventions. Merci pour votre présence. Et donc, nous avons tous rendez-vous au Palais des Expositions de Villepin du 15 au 19 juin prochain pour Eurosatory. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci.